Il y a environ 1 an déjà éclatait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit armé qui devait être court s'éternise pourtant et nous oblige à repenser la réalité de la guerre que l'on pouvait croire dépassée en Occident. Notre politologue en résidence, Benjamin Boivin, est avec nous pour en parler. Salut Benjamin. Salut Simon. Alors, qu'est-ce qui explique, là, selon toi, que tout le monde s'est un peu trompé? Tout le monde disait au début de cette guerre en Ukraine que une superpuissance comme celle de Poutine va certainement écraser en quelques semaines ou mois l'Ukraine. Puis cette guerre-là, elle va être éclair et sans réel combat. Là. Là, il y a différentes manières de répondre à cette question-là. Là, il y a un aspect technique, là, la façon dont les opérations militaires se sont passées, la manière dont l'intervention russe sur le territoire a été faite, puis la manière dont les Ukrainiens ont réagi, les Occidentaux ont supporté les Ukrainiens. C'est pas nécessairement de ça dont je prévoyais te parler aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il est certain qu'une guerre comme celle-là, sur le territoire européen, entre une grande puissance comme la Russie puis une puissance moyenne comme l'Ukraine, là, qui est vraiment un pays de très grande ampleur avec une grande population, c'est un événement qui est sans précédent historique depuis environ la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était pas sans précédent récent. Là. La Russie avait déjà envahi la Crimée, qui est la partie au sud de l'Ukraine, la partie de la péninsule au sud, qui est dans la mer Noire. Et puis, l'intervention de la Russie, le rapprochement des opérations militaires spéciales russes sur la frontière avec l'Ukraine, ça se faisait déjà depuis un certain temps. Mais c'est certain que ça a surpris un peu tout le monde, parce qu'après tout, dans notre société occidentale moderne, dans notre manière de vivre, on n'est pas habitué de penser à la guerre comme une réalité potentiellement présente ou même future. La guerre, c'est une chose du passé ou une chose d'ailleurs. La guerre, c'est une chose... on voit des guerres entre des petites sociétés, entre des petits États, dans des pays étrangers, dans des continents étrangers, mais on n'est pas habitué de concevoir la guerre comme une réalité qu'on peut expérimenter dans notre espace de civilisation. Pour être chez nous, parce que là, nous, on est en Amérique, mais j'ai des amis qui vivent en Europe, c'est comme des fois, c'est juste à quelques kilomètres de chez eux que se passe la guerre. Oui, c'est ça. Puis d'une certaine manière, c'est chez nous parce que la guerre a des impacts... économiques, géostratégiques mondiaux qui affectent notre société et de façon plus évidente les sociétés européennes. Mais c'est aussi qu'on est habitué de penser l'Occident comme justement l'Europe, l'Amérique du Nord et puis quelques autres pays là, qu'on est habitué de concevoir comme une espèce d'ensemble civilisationnel auquel on s'identifie et on conçoit difficilement que la guerre puisse faire partie de notre expérience à nouveau. Mais bon, l'histoire, finalement, s'est produite et ça rompt un peu cette manière-là qu'on a de penser que après la fin de la guerre froide, on est sorti de l'histoire, qui a été le lot des générations précédentes depuis toujours et qui semblait inévitable, était finalement devenu évitable, en l'occurrence la guerre. Bien là, on est vraiment revenu avec une bonne claque au visage dans cette expérience-là, puis comme tu dis, on s'imaginait que ce serait probablement court, mais en fait, ça semble être en voie de se prolonger. Qu'est-ce qui explique qu'on pensait qu'on s'est à ce point trompé, que bon, c'est fini, on est rendu démocratique ou civilisé, les superpuissances sont trop fortes de toute façon pour se faire la guerre, et puis là, on semble tous s'être fait berner. Est-ce que ça ne révèle pas, au fond, que certains observateurs plus pessimistes vont dire, ben non, dans le fond, l'être humain... C'est dans sa nature, il va toujours se faire la guerre, on n'y échappera jamais. Vous êtes dans l'illusion, ceux qui pensaient qu'on aurait atteint une civilisation sans guerre. Oui, c'est vrai qu'il y a, disons, l'approche pessimiste sur cette question-là, là, une certaine forme de réalisme. C'est parfois le mot qu'on utilise pour décrire ces gens-là, qui vont dire que la guerre, c'est une réalité inévitable, que dans le fond, c'est un invariant anthropologique, là, que les hommes, lorsqu'on les met ensemble sur un territoire donné, après un certain temps, vont se trouver un objet de discorde et vont se mettre à se combattre les uns contre les autres. Ça va donner la guerre. Et il n'y a comme pas vraiment de moyen de l'éviter. Et puis, il y a à l'inverse des gens qui font preuve d'un optimisme peut-être exagéré, qui tendent à penser que en y mettant vraiment du nôtre, en ayant les bonnes idées, les bonnes ressources techniques, les bons outils, on va être capable de mettre fin à cette réalité-là de manière définitive. Et probablement, en fait, évidemment, comme dans presque toutes les situations, ça va être quelque chose entre les deux. Que la réponse juste, c'est quelque chose entre les deux. Et justement, cette réponse, oui, Ariane? Bien, en fait, est-ce que ce qui se passe vient invalider la théorie de la paix démocratique? Tu as mentionné la démocratie, mais la Russie n'est pas une démocratie. Donc, en fait, ceux qui sont optimistes pourraient continuer de dire il faut miser sur la démocratisation des sociétés à travers le monde. Puis quand on va avoir la démocratie partout, on n'aura plus la guerre. Non, c'est vrai que c'est une question intéressante. C'est vrai que les tenants de la théorie de la paix démocratique, là, pour le dire rapidement, c'est des gens qui pensent que les démocraties ne se font pas la guerre les unes contre les autres et qui c'est ce qui explique que
que dans le monde occidental, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus eu de guerre significative. Évidemment, la Russie n'est pas une démocratie. Elle n'a jamais été une démocratie dans toute son histoire. Avant d'être l'État de Poutine, c'était l'Union soviétique et avant ça, c'était un empire. Mais au-delà de la théorie de la paix démocratique, il y a une espèce de mentalité qui, pour répondre à ta question plus directement, est le fruit d'une idéologie, de l'idéologie libérale, suivant laquelle, finalement, on est arrivé à un tel degré d'avancement civilisationnel qu'on a comme compris que la guerre n'était pas à notre avantage et que les différents conflits entre les différentes sociétés sont mieux réglés par des moyens diplomatiques ou par exemple par le commerce. Ça, c'est vraiment l'idéologie qui régnait à la fin de la guerre froide, après l'effondrement du bloc soviétique. Et je pense qu'on a probablement été aveuglés là, par finalement, il y a quelque chose de séducteur là, dans cette manière de penser-là, là, parce qu'après tout, la guerre, c'est quelque chose de terrible, d'absolument épouvantable. Il n'y a aucune raison de désirer que la guerre se produise. Mais malgré tout, elle finit toujours par se produire. Est-ce que ça ne serait pas lié aussi au déclin du christianisme? Ce que je veux dire par là, c'est que dans le christianisme, il y a l'idée que l'homme, même s'il essaie de viser le bien, il demeure marqué profondément par le péché. Et peut-être qu'en rejetant le christianisme, on a comme oublié cette dimension-là, que même si on a des meilleures structures, des meilleures lois, des meilleures nations, des meilleurs processus, il restera toujours la possibilité que des hommes choisissent le mal. Oui, mais c'est vrai que l'anthropologie chrétienne, là, qui est différente des deux dont on a parlé un peu plus tôt, celle qui se dit réaliste et l'autre qu'on peut dire optimiste, elle est différente en ce sens qu'effectivement, la nature humaine, d'un point de vue chrétien, elle est bonne. Dieu a créé l'homme à son image et c'était une chose très bonne. Mais on connaît l'histoire, on sait comment les choses se sont passées, le péché originel. Et puis, finalement, cette nature humaine-là qui est bonne, mais elle est aussi blessée. Et donc, par conséquent, les hommes cherchent à faire le bien en général. Et même Saint-Augustin va dire que, d'une certaine manière, lorsqu'on fait la guerre, en tant que chrétien, lorsqu'on mène une guerre juste, on la fait en vue de la paix et on est presque déjà en train de participer à la paix. Là, tu as mentionné le terme guerre juste. Certains pourraient se dire, mais est-ce que ça existe, ça, une guerre juste? En tout cas, tout le monde semble s'entendre pour dire que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas une guerre juste. Qu'est-ce que tu veux dire par la possibilité qu'il y ait une guerre juste? Oui, c'est une question intéressante. De fait, c'est vrai que si on regarde la guerre dans sa totalité, là, la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans sa totalité, on peut dire que ce n'est pas une guerre juste parce que l'invasion russe sur les territoires ukrainiens apparaît complètement injustifiée. Il n'y a pas de motifs rationnels qui ont été expliqués, aucune raison particulièrement évidente. Mais la guerre juste, c'est toujours quelque chose qui est asymétrique. Celui qui se fait attaquer, en l'occurrence l'Ukraine se fait attaquer par la Russie, peut être justifié de choisir de faire la guerre pour défendre son territoire. Donc c'est une guerre juste pour l'Ukraine en ce moment de se défendre contre la Russie. Oui, c'est assez évident que c'est une guerre juste. D'ailleurs, le Saint-Siège, à travers la personne du secrétaire d'État, du cardinal secrétaire d'État, a exprimé de façon très claire que l'Ukraine avait le droit de se défendre dans cette situation-là. Et ça va un peu contre l'idée du pacifisme, qu'il faudrait jamais faire la guerre et puis même ne pas avoir d'armée, ce serait mieux. Parce qu'on voit que plusieurs États se sont réveillés. Oups, peut-être que ce serait bien qu'on renouvelle notre armée. Oui, en effet. Le pacifisme, c'est une doctrine qui n'est pas fondamentalement chrétienne. Cette idée-là que dans n'importe quelle circonstance, la guerre est inadmissible, c'est une compréhension de la guerre et des conflits humains qui est étrangère à l'enseignement de l'Église depuis les débuts de son histoire. Depuis Saint-Augustin et de façon continue depuis, il y a toute une tradition qui explique quelles sont les conditions dans lesquelles une guerre peut être juste. Et c'est une tradition qui est très étoffée et qui regroupe là, certains des représentants les plus importants de la philosophie chrétienne, comme saint Thomas d'Aquin, par exemple. En gros, ce serait quoi les critères ou les conditions d'une guerre juste? C'est une question qui est complexe parce qu'il y a toute la question des critères pour entrer en guerre, la question des critères qui concernent la conduite de la guerre en tant que telle, puis aussi une tradition un peu moins développée qui concerne la fin de la guerre, puis aussi les conditions de rétablissement de la paix entre les nations. Mais si on se tourne vers saint Thomas d'Aquin, puisque toi, tu ne l'as pas fait aujourd'hui, je vais prendre la liberté de le faire. Saint Thomas d'Aquin est assez succinct sur cette question-là. Il dit qu'il y a 3 conditions qui permettent de définir une guerre comme étant juste. Il va dire que la guerre doit avoir été avancée, menée, demandée par l'autorité légitime. Donc, ça veut dire que, par exemple, si le Canada devrait déclarer une guerre, c'est pas moi avec, je sais pas, moi, 20 000... La gang de chums et de milices qui déclenchait la guerre. Moi, 20 000 de mes amis qui décident de faire la guerre contre l'Ontario, je sais pas. Ça écarte la guerre civile d'emblée, c'est ça? Oui, exactement. Okay.
Un deuxième critère, c'est une cause juste. Et donc là, évidemment, on pourrait dire, bon, c'est quoi une cause juste? Puis il y a toute une tradition pour réfléchir à cette question-là, mais la cause la plus juste et la plus évidente, c'est la légitime défense. Si une société, en l'occurrence la société ukrainienne, est attaquée directement par la Russie, il est parfaitement juste qu'elle se défende sur le principe de manière générale. Et enfin, le troisième critère, c'est sur la base d'intentions droites. Et donc là, évidemment, ça, c'est un critère qui est un peu plus difficile à interpréter parce que les intentions subjectives, disons, du dirigeant ne sont pas toujours claires, mais sur le plan des intentions qui ont été exprimées publiquement et de la manière dont les faits se sont déroulés, là, tel que n'importe quel observateur rationnel peut les regarder, il est assez évident à partir de ces trois critères-là que la guerre que l'Ukraine mène à la Russie est juste, même si, évidemment, la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, elle, est injuste. Est-ce qu'en même temps, toute guerre provoque pas plein d'injustices? C'est assez dur, il me semble, à ce que chaque soldat, chaque bataille soit faite selon le juste milieu de la vertu, qu'il n'y ait aucun débordement dans des conditions aussi extrêmes. Oui, dire qu'une guerre est juste, ça veut pas dire qu'une guerre est juste en général, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des injustices particulières qui sont commises dans le contexte de cette guerre-là. Puis ça, en fait, c'est toute la question des principes de la guerre juste dans la conduite de la guerre. Donc, il y a des choses que les États peuvent choisir de faire ou de ne pas faire pour mener une guerre juste dans le contexte de la guerre lui-même. Mais il y aura toujours, et puis là, ça, c'est quand même important de le souligner, des individus, des soldats. C'est des soldats particuliers qui font la guerre. Puis chaque soldat, dans une situation vraiment, là, une expérience humaine extrême comme la guerre, là, il n'y en a pas. Là. Et les soldats qui sont mis dans cette situation-là, c'est presque inévitable que certains d'entre eux vont, à un moment ou à un autre, commettre certaines injustices, en être témoins et pas chercher à les empêcher. Et donc, la guerre est toujours une tragédie. Et même s'il peut être justifié pour un pays comme l'Ukraine de se défendre contre la Russie, ça ne veut pas dire que dans l'action, il n'y a pas des Ukrainiens qui vont commettre de graves injustices, évidemment. C'est ça, parce que même si la guerre est juste du point de vue de la légitime défense pour les Ukrainiens, il se pourrait que leur contre-attaque ou réaction ne soit pas toujours ajustée. Bon, ça, tu vois, c'est un des critères S'ils lancent des bombes nucléaires sur Moscou, par exemple, ce serait peut-être pas juste. Exact. Ça, c'est un des critères dans la conduite de la guerre, c'est d'avoir une réponse qui est proportionnée. Et donc, si par exemple, les Ukrainiens avaient l'arme nucléaire, ce qu'ils probablement aimeraient avoir en ce moment, ils en ont déjà eu, ils ont renoncé et maintenant ils sont attaqués, bien, s'il y avait l'arme nucléaire et qu'ils choisissaient d'attaquer la Russie, ce ne serait pas une réponse proportionnée. Et donc, la guerre menée par l'Ukraine ne serait plus juste, de manière assez évidente. En terminant, Benjamin, j'ai le goût de te reposer un peu une question qu'on a parlé au début. Là. Qu'est-ce que, selon toi, ce conflit qu'on a tous été témoins dans la dernière année nous révèle sur la nature, disons, de la guerre et de l'être humain? Est-ce qu'il faut se dire, bon, dans le fond, ça montre qu'il n'y aura jamais la paix, au fond? Comme bien des difficultés, quand on les regarde du point de vue de la foi, là, c'est vraisemblable qu'il n'y aura jamais une paix complète sur la Terre. On peut difficilement imaginer qu'il y aura une paix, un repos souverain entre les nations, là, ici sur Terre, qu'on pourrait assimiler à une forme d'utopie. Et donc, il faut réalistement prévoir de façon prudentielle que des guerres peuvent se produire. Il ne faut pas se laisser, disons, envoûter par une espèce d'idéal utopique qui nous amènerait à nous laisser surprendre lorsque de telles choses se produisent. Mais j'imagine qu'on peut garder une espérance quand même, puis pas tout être défaitiste, puis tout abandonner. Exact. Puis cette espérance-là doit nous motiver concrètement dans l'action à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour chercher à éviter des conflits armés comme ceux-là. Benjamin Boivin, on aurait pu en parler pas mal plus longtemps. C'est un phénomène très complexe que la guerre et en plus la guerre en Russie, en Ukraine. Tu es secrétaire de rédaction au magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour tes éclairages sur cette douloureuse question de la guerre. Merci. Ça a été un plaisir.